Quel mot d'introduction justement pour parler de cette UFC 270 et son main event à l'Honda Center, bien sûr, de Anaheim en Californie. Francis Ngannou dit le prédateur. Ouais, j'ai tenté, j'ai pas réussi. Le prédateur Francis Ngannou qui conserve donc son titre, les amis, chez les poids lourds en s'imposant par décision unanime au bout des 5 rounds contre, bien sûr, Cyril Gane. La première question, et je me retourne vers toi Christian, et après on reviendra sur ce qui s'est passé un petit peu avant l'événement, en dehors du prisme franco-français, parce qu'on avait quand même un Français, et on le rappellera bien sûr Francis Ngannou qui a aussi également beaucoup travaillé et entraîné et porté les couleurs également, tout à fait, tu as raison, de la France. Est-ce qu'en dehors du prisme franco-français, est-ce que les vrais amoureux du UFC se sont régalés dans la nuit de samedi à dimanche? Très honnêtement, oui. Alors effectivement, ceux qui attendaient un immense chaos, du sang, voilà. Les Béotiens qui découvraient, à qui on avait vendu la confrontation entre un homme qui met que des KO et un super technicien, ils ont peut-être été un tout petit peu déçus. Mais honnêtement, moi je vous le dis, de but en blanc, c'est une page de l'histoire du MMA et de l'UFC qui s'est écrite sous nos yeux dans la nuit. Une page mondiale, tu veux dire? Clairement, ouais. D'accord. Pour la catégorie des poids lourds, il s'est passé vraiment... Comment tu expliques ça par rapport à quoi, du coup? La catégorie des poids lourds a jamais été une catégorie très importante à l'UFC, déjà. Il n'y a jamais eu d'aussi beaux combattants. Quand je dis beau, c'est déjà de l'allure physique. C'est vrai qu'ils sont impressionnants. Très beau raison. Le charisme, c'est deux personnes qui parlent bien, qui désormais sont populaires. On n'a jamais eu ce type de combattants dans la catégorie des poids lourds. Et pour la première fois, on avait deux mastodontes, de mecs qui s'expriment bien, qui ont belle allure, qui s'affrontaient pour la ceinture. Et en plus de ça, c'était le champion en titre, donc Francis Ngannou, face au champion intérim. Donc vraiment son second, quoi. C'est son premier challenger, qui était Cyril Gane. C'était pas surfait, quoi, en termes de... Non. Avant le combat, je regardais un peu les bookies et tout ça. Parfois, c'était tout pour Francis Ngannou, pardon. Et parfois, c'était complètement pour Cyril Gane. Il y avait aussi le côté imprévisible du combat qui était important. Alors, ça dépend de quel site tu as regardé. Si tu as regardé un site américain, effectivement, c'était plus côté Francis Ngannou. Exactement. Français, c'était Cyril Gane. Voilà, parce que beaucoup de gens ont vu Cyril Gane s'imposer il y a quelques mois pour avoir cette ceinture intérim à l'UFC 265, et donc il a été porté au nu, on l'a vu un peu partout. Moi, je l'ai vu sur le plateau de l'équipe. Il a fait plein de trucs sur Internet. Il a fait des super trucs. Et il méritait totalement cette exposition. Ouais. Il méritait totalement cette exposition. Et donc, on l'a vraiment mis en numéro 1 bis. D'accord. Position qu'il mérite totalement, je répète encore une fois. Mais de l'autre côté de l'Atlantique, Francis Ngannou, on le connaît depuis un peu plus longtemps. Il a plus d'expérience. Et surtout, la manière dont il a gagné son titre en mars 2021, c'était tellement spectaculaire, il est tellement puissant et il montre tellement une attitude d'homme fort que les bookies américains ne pouvaient pas se dire que Cyril Gane était favori. Du coup, est-ce que il y a une forme de logique qui a été respectée dans ce combat-là? Parce que Thomas le disait, sur les sites de Paris, c'était un peu un coup Gane, un coup Ngannou. C'était finalement... Est-ce que la logique est respectée? C'était, à tes yeux, toi, Ngannou, le favori de ce combat? Ah oui, pour moi, c'était très clairement Francis Ngannou le favori. Champion en titre, je le disais, beaucoup plus d'expérience à l'UFC. Il a perdu déjà un match pour le titre. En 2018, il affronte Stipe Miocic, l'Américain, une première fois pour ce titre. Il perd pas par KO, il perd à la décision. Ah oui, je crois qu'il s'est fait coucher, il était épuisé. Non. Quand il est épuisé, là? Ouais, voilà, c'est quand il est épuisé. Il y a 3 défaites en UFC en tout. C'est ça, exactement. Et dont cette défaite face à Stipe Miocic. Il a l'expérience d'avoir perdu. Il fait une assez longue traversée du désert, mine de rien, pendant 3 ans. Il y a pas mal de petites embrouilles avec les patrons de l'UFC parce qu'ils demandent un peu plus d'argent et parce qu'ils voulaient une chance au titre. On ne lui accorde pas tout de suite. Il revient en 2021. Il a enfin sa chance pour le titre. Il gagne de la manière qu'on connaît, un KO flush terrible sur Stipe Miocic, qui est un des meilleurs poids lourds de l'histoire de l'UFC. Forcément, ça le met dans la position du favori, du numéro 1. Et en entrant dans ce combat-là, les spécialistes de MMA s'attendaient peut-être un petit peu plus à ce que Francis s'impose. Après, on reviendra certainement sur la manière dont ça s'est passé. Mais le favori était clairement Francis Ngannou. Juste avant de rentrer justement dans ce combat, et vous allez voir, on va essayer justement de résumer ce combat en 3 grandes phases, bien évidemment. Parle-nous un petit peu justement du storytelling. Tu as commencé à le faire entre ces deux hommes qui ont partagé le même coach, Fernand Lopez, par le passé. Il y a eu des vidéos qui sont ressorties d'un KO, notamment à l'entraînement à la MMA Factory. On ne sait pas si cette vidéo, entre guillemets, est réelle ou pas. Alors, c'était pas exactement un KO, mais on va revenir là-dessus. Il y avait une histoire dans l'histoire, et on a vu notamment une conférence de presse à laquelle un
un de tes confrères, un garçon qui était Samir, qui était venu ici sur ce plateau. Famille, on peut le dire, hein, Oui, sa complètement. famille, Non, mais complètement. C'est pas mal illustré. Raconte-nous un petit peu les rapports aussi entre les deux hommes. Alors, les rapports entre les deux hommes, entre Francis Ngannou et Cyril Gane, ils sont assez cordiaux. Il n'y a pas de souci, ils ne se détestent pas. Ils ont effectivement partagé quelques séances d'entraînement ensemble, puisque à l'époque où Francis Ngannou était encore en entraînement à la MMA Factory à Paris, juste avant de partir et de s'exiler aux États-Unis, Cyril Gane, lui, démarrer sa carrière presque en MMA, enfin pas presque, c'était sûr, il commençait sa carrière en MMA dans cette salle-là, et Francis Ngannou lui préparait un combat, Cyril Gane entamait un petit peu sa carrière, et voilà, et ils se sont dit, bon, t'es grand, je suis grand. Bien, en fait, il tombait voilà. bien. Ouais. C'était très bien pour les deux. Petit sparring des familles, tranquillement. Il y a eu plusieurs séances. Alors, il y a eu une seule vidéo qui est sortie, mais il y a eu plusieurs séances. 10 séances. Un petit peu moins de 10 séances. J'ai pas le chiffre exact, mais je sais que c'est moins de 10 séances. Et donc, petite séance de sparring, plusieurs séances de sparring. Et il y a effectivement cette vidéo. Cette vidéo qui est leakée par... Comme dans les films, ça. Exactement. C'est exactement ça. Parce que... Au départ, le storytelling, c'est de se dire, les deux se sont entraînés, mais Francis Ngannou a très rapidement dit qu'il avait dominé ses séances de sparring. Voilà. Je l'intoxe, quoi. En réponse, le camp de Cyril Gane leak cette vidéo qui dure pas très longtemps, où effectivement, on voit que techniquement, Cyril Gane domine Francis Ngannou. Où il a les protections partout, là. Exactement, voilà. Il touche beaucoup. Ouais. C'est ça. Il le touche beaucoup. On voit un Ngannou un peu en difficulté. Ce à quoi Francis Ngannou, c'est cette image-là, Francis Ngannou a dit, écoute, très bien, votre camp a sorti ce que vous vouliez sortir. Moi, j'ai souvenir d'un chaos que je t'ai asséné en séance d'entraînement. Montre aussi cette image-là, tu vois. Et donc, tout ça, ça nous amène à la conférence de presse où il y a eu effectivement un petit échange entre les deux hommes où un journaliste demande à Cyril Gane si effectivement cette vidéo-là retranscrit bien ce qui s'est passé lors des différentes séances d'entraînement. Cyril Gane est très honnête. Il dit qu'effectivement, sur cette séance-là, il avait peut-être un petit peu le dessus, mais que sur d'autres séances, il avait senti la puissance de Francis Ngannou. Il est normal en soi, de toute façon. Effectivement. Et Francis Ngannou, lui, a dit, écoute, Cyril, il s'est tourné vers lui, il dit, Cyril, tu sais très bien ce qui s'est passé, je t'ai mis KO, tu as pris tes affaires, tu es sorti de la salle. Ce à quoi Cyril a dit, écoute, moi, je n'ai pas vraiment souvenir de ça. C'est pas très bien défendu à ce moment-là. Il a un petit peu bégayé. On va dire. Disons les choses C'est en anglais aussi, non? Non, Il parle anglais. Il parle un peu anglais. C'est pas dans la manière de chercher ses mots, c'est savoir répondre, tu vois. Parfois, tu sais, quand t'es pas dans ta langue, ta répartie, elle... Oui, elle est moins Tu automatique. vois, il peut y avoir peut-être ce côté-là. Il aurait pu envoyer un petit va-fan-coup, l'autre. Et puis là, on se dit, bravo. Donc ça c'est la première partie entre guillemets du storytelling de ce combat-là. Et il y a la grosse partie, c'est l'homme au milieu, l'homme clé au final de cette confrontation, c'est Fernand Lopez. Fernand Lopez qui a été un entraîneur pour Francis Ngannou pendant plusieurs années. Il était dans le coin de Francis Ngannou lorsqu'il a affronté Stipe Miocic pour la première fois en 2018. Il est désormais l'entraîneur de Cyril Gane. Et entre Francis Ngannou et Fernand Lopez, c'est la guerre. On va pas dire donner d'autres mots. Sachant qu'il avait un côté un peu, j'allais dire recueilli, je sais pas si c'est le bon mot, mais il a vraiment aidé parce que Francis Ngannou, en tout cas c'est la légende qui raconte ça. Les versions divergent en tout cas entre les deux hommes. Francis Ngannou a quand même une histoire. Une histoire totalement folle. On veut voir le film, quoi. Clairement, on l'attend. C'est ça. Et donc on a beaucoup entendu Fernand Lopez s'exprimer. En gros, ce qu'il nous expliquait, c'est que il a les clés pour les donner à Cyril, qui viennent à bout de Francis Ngannou. Francis Ngannou, en gros, sa réponse était effectivement, tu sais tout ce que tu m'as appris, mais entre-temps, j'ai appris 2-3 autres petites choses depuis qu'on s'est quitté. Ça s'est vu. Ça s'est bien vu, effectivement. Et donc, voilà, il y avait tout ce petit truc-là qui était vraiment très, très intéressant, très sympa à suivre. Alors, effectivement, pour les gens qui viennent de débarquer, qui ne connaissent pas forcément tout ce qui s'est passé entre les trois hommes, j'ai envie de dire, c'était pas forcément évident, mais même pour quelqu'un qui justement découvre et qui arrive, on te dit... Ça donne envie, je trouve. Voilà, on te dit, il y a un mec, il a été entraîné par une personne A, cette personne A entraîne aussi la personne B dans ce combat-là,
et ils se détestent, etc. En plus, il y a la Forcément, vidéo où il un passe devant qui a fait un buzz de Bien ouf. sûr, cette vidéo-là, elle est Franchement, celle-là, exceptionnelle. Franchement, Elle elle est est exceptionnelle. exceptionnelle. Après, ils disent que non et tout. Il y a un moment que j'aime bien dans le. Si, dans la il dit pesée. d'ailleurs, Ngannou, il dit qu'en fait, la meuf qui l'amène, C'est au téléphone. c'est au Garden. Ouais, c'est à New York. C'est au Garden, donc j'ai reconnu parce que je connais un peu le couleur. Je me le raconte. Le grossiste. Le grossiste, exactement. Et en fait, il raconte, Ngannou, que la meuf qui doit l'amener pour sortir, elle reçoit un message au Tokyo, elle fait non, vas-y, passe par là. Ouais. Et du coup, il l'amène justement parce qu'il sait qu'ils vont croiser Cyril Gane et son clan, et ça donne cette Comme scène de par hasard, incroyable. quelqu'un qui filme et tout Voilà. ça. Il y a un moment que j'aime beaucoup, c'est la pesée, où il se parle en français et il dit quoi qu'on dise. Enfin, c'est Ngannou qui dit à ce gars qui dit Ouais. quoi qu'il arrive, je te respecte. Ouais, c'est Je trouvais juste- cette phase Ça a incroyable. pas dû plaire à Dana White, ça. Ouais, ouais, C'est ouais. intéressant La parce phrase, que- elle est en français en plus, c'est ouf. C'est intéressant parce que c'est juste après la conférence de presse, c'était pas lors de la pesée. Lors de la pesée, ils ont aussi échangé. Ah oui, d'accord, ils sont habillés, t'as raison. Oui, oui, ils Exactement, sont habillés, voilà. t'as raison. Oui, oui. Et donc c'était D'accord. juste après la Oui. conférence de presse. Et moi j'ai trouvé ça un peu de la part de Francis Ngannou en mode on n'écoute pas ce qui se Voilà, passe à c'est ça. l'extérieur. On Nous, va toi se et moi, on régler. se On va- serre, on va se on va se serrer. régler. Voilà, c'est ça. Moi j'ai beaucoup aimé. Ouais, c'était lourd. Alors revenons sur le combat, parce que le combat, voilà, donc j'ai dit en 5 rounds, 5 reprises. Round. Round. 5 répétitions. Parlons des 2 premières reprises déjà. Là, et j'aimerais que tu nous parles de l'approche un petit peu tactique de Cyril Gane, qui a empêché quand même Ngannou de développer sa boxe par ses esquives, par ses feintes. Parle-nous aussi un peu du game plan de Gane, qui a multiplié les touches, mais sans chercher non plus à lui asséner, on va dire, des séries. Et puis, il y a ce fameux coup de pied retourné en pleine face à la fin, je crois, de la deuxième reprise, où tu te dis, waouh, il va peut-être se passer quelque chose. Mais finalement, avec du recul, on voit bien que Ngannou rentre avec un bandage, je crois, au niveau du genou blessé. Les 2 genoux. Notamment, des 2 genoux blessés au niveau je crois, des ligaments. Pourquoi ne pas avoir insisté justement sur les genoux? Pourquoi ne pas avoir fait mal là où ça aurait pu faire très très mal pour Cyril Gane? Parce qu'il n'était pas au courant. Personne ne savait que Francis Ngannou était blessé, ou du moins autant blessé. Parce C'est la première fois qu'on le voit avec des. Voilà, des justement, j'allais revenir sur ce moment-là. Donc, il arrive. Après, moi, j'appelle ça la zone maquillage. Bon, c'est la zone où on leur met la vaseline sur les yeux. Le make-up. Tellement ça de la maquilleuse, là, tellement. Et donc, Tu bosses à Canal, toi, ça se sent. oui, bon, écoute, On est confort. quoi. j'ai ce privilège-là, On connaît le confort de la télé. effectivement. On connaît le confort de la télé. J'ai ce privilège-là. Et donc, il arrive, il enlève son survêtement, les très beaux survêtements d'une marque que je ne citerai pas, de l'UFC. Il enlève son pantalon. Et là, on voit qu'il a quelque chose sur les genoux. Et moi, j'étais en plateau à ce moment-là, parce que j'ai eu la chance de présenter l'émission autour de cette UFC 270 sur Canal+ International. Je dis à mon consultant, c'est très bizarre, je ne l'ai jamais vu avec quelque chose sur les genoux. Et là, tout de suite, lui me dit, je pense qu'il a potentiellement envie de cacher quelque chose, ou il se protège de quelque chose. Est-ce que c'était pas peut-être par rapport à la stratégie aussi d'aller souvent au sol? On peut imaginer ça ou pas du tout? Ça, très honnêtement, j'ai pas la réponse. D'accord. C'est peut-être... ouais, ça peut être ça, c'est une possibilité, mais moi, je pense vraiment que c'était surtout pour se stabiliser le genou et ne pas avoir... Voilà. Patrick Ewing l'a fait pendant 20 ans, donc. Voilà. Et il n'allait pas au sol, lui. Hein. Et moi, image que j'ai trouvée très forte avant de développer les 2 premiers rounds, c'est que donc il y a l'annonce de Bruce Buffer qui fait un boucan gigantesque, comme on sait. Et au moment où il annonce Francis Ngannou s'avance au milieu de l'octogone et tend les bras, Incroyable. comme pour lui dire, écoute, t'es chez moi, bienvenue, là on est parti, quoi. Moi, j'ai Cyril trouvé était ça... beaucoup plus timide en fait. Ouais, il exactement. arrivait normal, quoi. Ouais, normal. ouais, ouais. Après, il est comme ça. Il arrive normal. Il est effectivement comme ça. L'autre, gros, c'était le boss. C'est Le totalement boss, ça. quoi. Incroyable. On va le dire. Le grand c'est pomme. une caméra qui est arrivée et qui a montré qui était qui. On peut dire aussi une chose, frère. Non, mais c'est vrai. Non, mais Cyril Gane l'a dit, hein, c'est le boss final de mon jeu dans plusieurs interviews. C'est ce qu'il disait. Les 2 premiers rounds, effectivement, on les donne à Cyril Gane. Pourquoi? Parce qu'il est beaucoup plus mobile. Plus de mobilité, plus de précision dans tout ce qu'il fait. Il sait vers quoi il veut tendre dans ce combat-là. Il ne s'expose pas trop à la puissance de Francis Ngannou. Il garde une très bonne distance, notamment grâce à ses coups de pied. Et comme tu as dit, il touche, il recule, il arrive à bien bouger. Après la fin du premier round, on a le sentiment que Francis Ngannou, quand il se relève pour attaquer le deuxième, il respire très très fort. On est presque en train de se dire... Est-ce que ça peut pas parce Il est pas déjà cramé, là, ouais. Est-ce qu'il n'est pas déjà cramé? C'est un peu bizarre. Ouais. Pas du tout. Deuxième round, encore une fois, Cyril Gane est très bien, il est bien dans le combat. On sent que voilà, il est à l'aise. Et c'est le problème parfois avec certains combattants, que ce soit boxe ou MMA, quelle que soit la discipline. Quand tu arrives pour la première fois à ce niveau-là et qu'en début de combat, tu es peut-être un petit peu à l'aise, Surexcité même. expose aussi. tu t'exposes aussi et tu te relâches un petit peu.
au terme des 2 premiers rounds, très honnêtement, beaucoup d'observateurs estimaient que Cyril Gane dominait assez nettement le combat et la rencontre. Mais Ngannou, il n'avait pas fait grand-chose, quoi. En vrai, quand tu regardes un peu les previews et tout, ce qu'on disait, c'est que si Ngannou domine pas les 2 premiers rounds, ça va être compliqué pour lui. Et toi, tu t'es dit quoi à ce moment-là? À la fin du deuxième round, tu t'es dit quoi? Tu t'es dit que c'était gagné pour Gane? Alors, pas forcément, mais c'était même plus que ça. On se disait, si le combat dure, plus le combat dure, plus ce sera mieux pour Cyril Gane. Par rapport à la décision ou par rapport à un éventuel KO? Déjà parce que Francis Ngannou, il va pas très souvent à la décision. C'est un Mike Tyson, il détruit les mecs rapides. Mais c'est très simple. Ce combat, on pensait que c'était la confrontation, l'opposition de style entre le mec surpuissant, inarrêtable, et le technicien, l'artiste. C'est pas exactement ce qu'on a vu. J'ai une question par rapport à ça qui peut prendre tout le contre-pied des analyses d'avant-match qu'il pouvait y avoir. Est-ce qu'à un moment donné, Cyril Gane, quand il domine ces 2 premiers rounds-là, on le voit toucher Ngannou, il y a ce coup de pied retourné dans la tête, il y a aussi cette droite qui vient lui mettre au milieu du zen. Est-ce qu'à un moment donné, on peut pas, et c'est ce qu'on reproche parfois aussi à Cyril Gane, c'est que de pas vouloir finir les combats très tôt. Est-ce qu'à un moment donné, il s'est dit, sur ces 2 premiers rounds, je domine, de ne pas vouloir mettre le coup pour essayer d'aller chercher le KO? Alors, je pense, et ça, ce n'est que mon avis, mais je pense que Cyril Gane et son coin sont au courant que Francis Ngannou, c'est quand même un dur au mal. C'est pas un mec que tu mets KO comme ça facilement. Les rares fois où il a été un petit peu mis à mal, c'est un mec qui se relève. Voilà. Et le plan, c'était de ne pas tomber vraiment, de ne pas rusher les choses. S'il devait y avoir KO, potentiellement en fin de 4e ou dans les derniers rounds, quoi. Mais très clairement, ils ont beaucoup respecté la puissance de Francis Ngannou. Et quelque part, c'est peut-être ça, peut-être ça qui a fait que dans la suite du combat, il s'est un petit peu perdu. Mais tu l'as très bien dit, c'est vrai que l'une des explications aussi sur ces 2 premières reprises, c'est que tu as la sensation qu'il place ses coups, qu'il rentre ses coups, mais il n'enchaîne pas. Et tu sais, comme s'il avait la peur, si tu veux, de s'exposer quelque après, part. Tu sais que l'autre, en un coup, c'est exactement ça. Et c'était le risque. Parlons quand même du moment clé du combat où tout bascule. Début de la 3e reprise, changement de stratégie à ce moment-là pour Francis Ngannou. Alors, pas forcément changement de stratégie. Parce que je pense qu'en entrant dans ce combat, il avait déjà mis en place cette stratégie-là avec ses entraîneurs américains. Par contre, dans le camp d'en face, c'était pas prévu. Jamais t'imagines. Jamais de la vie, il s'attendait à un Francis Ngannou qui aille sur le côté de la lutte. On le voit là, on voit l'image. On est 1 minute après le début du 3e round. On a une tentative de kick de la part de Cyril Gane. Et tout de suite. Tout de suite. Et limite, en fait, réflexe de lutteur, ce qu'on n'a jamais vu chez Francis Ngannou. Réflexe de lutteur. Il est un boxeur pur, lui, de base. Ouais, il est plutôt sur de la boxe, effectivement. Je vais dire cogneur. Je pense que... voilà. Peut-être un peu plus ça. Qui allait le saisir et l'amener au sol avec une violence. On n'avait jamais vu Cyril Gane dans une telle position. D'ailleurs, la stat qui arrive à ce moment-là, première fois que Cyril Gane subit un takedown en 10 combats, combats, tu fais ah ouais, d'accord, en fait, c'est sérieux. La violence du choc et tout. Exactement. Et dans la tête de Cyril Gane, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Juste sur ce premier-là. Après, nous, on regarde. Tu veux dire la surprise aussi? Il est très surpris. Mais du temps, d'ailleurs, justement, faire quelque chose, non? Alors, pourquoi il n'est pas met du en temps? danger. Ouais, il n'est pas en danger aussi. Il n'est pas en danger parce que. Clé, sur le moment, je pense que Francis Ngannou utilise surtout son physique pour l'écraser, essayer de l'épuiser. Et nous, on regardait cette image-là en plateau, on se dit, bon, il va rester un petit peu sur lui pour le fatiguer, mais ils vont vite se relever, etc. Ça pas du tout. Tellement longtemps. Pas du tout. Nous, en fait, on estimait que c'était impossible de voir Francis Ngannou tenter des choses au sol, essayer de l'amener. On se disait même, attention, Cyril Gane est un technicien, il peut aller le chercher sur une clé de bras et tout, l'immobiliser, le soumettre et au final, terminer le combat. C'est absolument pas ce qui s'est passé. On voit là sur les images qui défilent derrière toi, Manu, c'est qu'on a un Ngannou sûr de ce qu'il propose en lutte. Vraiment, c'est très très rare. Et on a un Cyril Gane en difficulté. On le voit là encore sur ces images-là. C'est très compliqué pour lui de se relever. C'est presque l'inverse. C'est totalement l'inverse de ce qu'on imagine. Et j'ai même, moi, la sensation, moi, je me souviens, j'ai en mémoire, ça m'avait choqué, la défaite face à Miocic de Ngannou, comme il est cuit. Le combat, il est cuit. Et donc, c'était l'un des problèmes de Francis Ngannou, de dire il tient pas sur la durée, sur 5 rounds, il n'a pas le coffre. On a vu quand tu bats Miocic, il est beaucoup plus affûté, mais le combat dure 2 rounds à peu près, 2 ou 3 rounds. 2 rounds. Là, sur 5 rounds, c'est Cyril Gane, qui est un athlète, qui a un coffre énorme. C'est lui qui est fatigué. Et là, c'est là qu'on voit l'évolution de la boxe de Ngannou, quand même. Il a énormément travaillé. Avant le deuxième combat face à Stipe Miocic, il apprend à être patient.
C'était son gros défaut de tout le temps rusher les choses, d'aller tout le temps chercher le chaos. Aujourd'hui, il est patient. Et là, entre mars 2021 et maintenant, il a travaillé en lutte, messieurs. Il a travaillé en lutte. Et ce qu'il fait, alors, sans être Khabib Nurmagomedov, qui est un maître lutteur, ce qu'il fait, c'est totalement cohérent. Et il propose des choses vraiment qu'on ne l'a jamais vu faire. Et puis avec la force qu'il a, t'as pas besoin d'être un grand technicien. Tu vois, il faut être bon techniquement. Tout le monde a été surpris par sa technique. Sa force, elle peut compenser peut-être ce que certains voulaient reprocher en manque de technique. Et le plus surprenant en plus sur ces phases au sol, c'est que à 2 ou 3 reprises, on a un Cyril Gane qui a la possibilité, notamment, moi, l'image m'a vraiment surpris, de faire une grosse clé de bras. Alors voilà, c'est cette image-là. C'est cette image-là qui est là. Là, il a la possibilité de terminer le combat, Cyril Gane. Sur une clé de bras, s'il la passe bien. Il n'a pas la force et l'énergie, non ? Absolument pas. Et en un seul mouvement, Francis Ngannou ramène son bras et réimmobilise Cyril Gane. Vraiment, moi j'ai utilisé ce mot-là juste après lors du débrief en plateau. Cyril Gane, c'était effectivement un bon gamin, quoi. C'était un gamin face à un adulte. Il s'est vraiment amusé avec lui au sol. Ça l'a beaucoup fatigué. Et sur cette image-là, encore une fois, on sent qu'il est totalement crevé en fin de combat. Ouais, et en face, j'ai jamais vu comme ça, moi, Cyril Gane. Il est totalement serein. On sent qu'il a maîtrisé son sujet. Encore une fois, là, on voit cette amenée au sol. Moi, je trouve que c'est et techniquement et en termes physiques, c'est vraiment magnifique. Et c'est du jamais vu de la part de Francis. Est-ce que c'est une victoire de coach plus qu'une victoire de combattant? Non, c'est quand même une grosse victoire de la part de J'imagine, mais est-ce que cette stratégie... Bah non, mais évidemment, mais sauf que... C'est pas Jean-Marc Duprat, son entraîneur, non plus. Non, ma question, c'est est-ce que l'idée d'un coach avec de son équipe et donc du coach de dire on va gagner sur le au game sol, plan, tu veux dire, bah oui, changer de game plan et... beaucoup dans le chat, et j'ai vu ça aussi sur Twitter, beaucoup tombent sur Fernand Lopez en disant est-ce qu'à un moment donné il s'est pas complètement trompé et qu'il n'a eu aucune réaction pendant le combat aussi. Mais en tout cas, de bonnes réactions. Ce qu'il faut comprendre, à mon sens, c'est que le camp de Cyril Gane, à aucun moment, en fait, ils estiment qu'ils vont devoir travailler. C'est ce qu'on dit, alors. C'est ce que je te dis. Je suis totalement d'accord avec ça. C'est bien ça. En fait, moi, je pensais que tu parlais pour Francis Ngannou. Mais qu'est-ce que peut faire Cyril Gane à partir du moment où cette stratégie est adoptée côté Ngannou, quoi? Qu'est-ce qu'il c'est là où il est dominé. C'est la préparation, il est dominé, quoi. Tu t'es pas préparé pour ça. C'est pas entre le 3e et le 4e que tu vas te préparer. D'où ma question, est-ce qu'il y a un camp qui a été 10 fois meilleur que l'autre sur la préparation et sur la technique utilisée pour le combat. Sur la préparation, le camp de Francis Ngannou a été merveilleux. La team Extreme Couture qui s'entraîne, qui a une grande salle à Las Vegas, elle lui a fait comprendre qu'effectivement, il fallait qu'il progresse en lutte. Et bravo à Francis Ngannou d'avoir accepté déjà de travailler en lutte, parce que c'est vraiment pas son truc. On a des souvenirs de Francis Ngannou sur ses premiers combats à l'UFC et même avant dans d'autres fédérations où il tente des clés de bras, où c'est absolument pas ce qu'il faut faire, mais parce qu'il est tellement puissant, là ça passe, il est à la limite de casser un bras, donc on va arrêter ça. Non mais c'est réel, c'est réel. Non mais c'est réel, il y a la clé de cheville là. Voilà, la fameuse clé de cheville. Le talon. La clé de talon. Comment man? J'ai voulu aller trop vite. Il tente de la placer, mais c'est pas quelque chose qu'il a beaucoup travaillé. J'en ai parlé avec un pote à moi qui est champion d'Europe amateur de Jiu-Jitsu, qui me dit qu'elle est amenée de l'au-delà et que jamais elle peut passer face à un mec comme Ngannou. C'est pas possible. Mais par contre, on l'a dit. Pourtant, Ngannou a dit je suis passé tout près de le faire taper. Gane a dit ça. Et il y a beaucoup de gens qui ont dit ça, mais en fait, quand tu discutes avec des vrais spécialistes de lutte et de Jiu-Jitsu, donc le combat au sol, ils disent qu'elle est très très loin de passer. Ngannou, il fait pas une grimace. Son pire est bien droit. Pour moi, il était au massage taille. Il se faisait Moi, une question que je me pose, Christian, c'est quand on voit justement ce combat qui se déplace vers le sol au début de la 3e reprise, est-ce que, encore une fois, c'est du pragmatisme de la part de Francis Ngannou parce qu'il a ses soucis de genoux, ou est-ce que tu penses que la décision, entre guillemets, de préparer cet aspect du combat, elle remonte à bien plus loin, c'est-à-dire de se dire, c'est là-dessus que va se faire la différence? Les deux. C'est les deux. D'accord. Effectivement, rester debout pour lui sur un genou, sur une jambe, c'est absolument pas stable. Et même pour asséner un immense KO comme il en a l'habitude, faut être bien basé sur les pieds. Effectivement, à partir de... Alors c'est bien avant sa blessure, il s'est blessé 3 semaines avant le combat. Avant sa blessure, cette stratégie, il me semble, a été établie avec son camp d'entraînement. Mais sur le moment, vraiment, on a le sentiment aussi que pour piéger, et c'est pour ça aussi qu'on a vu un Francis Ngannou très serein pendant tout l'avant-combat, quand on le mettait en avant comme un monstre de puissance.
petit sourire en coin en mode français. Tu vas voir. Fernand Lopez, tu m'as appris beaucoup de choses, mais j'ai appris 2-3 petites choses entre-temps. Voilà, entre autres, ce qu'il avait appris est-ce que l'intervalle. Pour revenir un petit peu sur le prisme Cyril Gane, est-ce que si on a l'impression que c'est un apprentissage presque normal Francis Ngannou avait perdu contre Miocic avant de devenir champion du monde et de défendre sa ceinture. C'est pas le premier qui perd. Voilà, c'est ça. Exactement. Finalement, on a l'impression que Cyril Gane, son histoire était magnifique, mais malgré tout le talent qu'il a, l'expérience a parlé. Bien sûr, mais il faut se rendre compte de ce qui se passe pour Cyril Gane. C'était son 8e combat à l'UFC seulement. Seulement 8e. C'est un prodige. C'est exceptionnel ce qu'il arrive à faire depuis qu'il est entré à l'UFC. Son entrée à l'UFC, c'est 2019. Enfin, il faut se rendre compte. C'est vraiment... il a été catapulté là parce qu'il le mérite. Mais c'est monté très vite, très haut pour lui. Un petit peu trop haut là, parce que Francis Ngannou, on l'a vu, c'est trop compliqué pour lui pour le moment. Parce qu'on n'est pas... c'est pas impossible de le revoir à ce niveau-là. C'est sûr et certain même qu'il restera dans les hautes sphères de la catégorie et qu'on le reverra pour un combat pour le titre. Justement, la grande question. Apparemment, il y a un commentaire intéressant, c'est Luce M qui nous dit Gane et son équipe savaient que Francis allait jouer au sol. Il a juste trouvé un surpuissant et injouable au sol. C'est pas un discours d'après-match. C'est ce que... Ouais, c'est c'est la déclaration qui a été faite. On l'apprend pas. Oui. Voilà. Moi, j'ai comme l'impression qu'ils étaient pas prêts. On a vraiment le sentiment qu'ils sont très surpris. Avec mes petites connaissances, je suis gentil en disant ça, mais j'ai l'impression qu'il a été surpris. Il est tellement fort techniquement que Cyril Gane que là, j'ai l'impression qu'il s'est fait prendre, qu'il n'était pas prêt à ça. Je pense que dans les semaines à venir, on aura de nouvelles choses, de nouvelles explications qui vont sortir et on en saura un petit peu plus. Mais moi, j'ai le sentiment qu'ils ont vraiment été très surpris que ça aille au sol et surtout que Francis Ngannou soit aussi bon. Il y a un aveu, même presque un aveu d'impuissance quand Fernand Lopez dit juste avant la 5e reprise, il dit tu ne peux pas perdre ce combat sur un problème de cardio, on va partir à la guerre. Enfin, tu sais, il y avait un côté un petit peu presque désespéré, quoi. Quand on commence à essayer d'appuyer sur un levier, mais bon. Mais il lui dit, Fernand Lopez, il lui dit à la fin du Karim, t'es en train de perdre. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, très honnête avec son combattant. Il a toujours été un petit peu comme ça, en tout cas autour de l'octogone et entre 2 rounds. Quand on commence à parler à son combattant de guerre, pense à ta famille, ça n'a pas été le cas pour Cyril Gane, mais quand on commence à aller chercher des leviers autres que de leviers techniques et tactiques, ça sent pas très bon en règle générale. Un peu comme les causeries de Sylvain Ripoll à la mi-temps, bien sûr. Généralement, c'est que ça allait pas bien pour l'Orient. Qui va se muter vers le MMA. Oui, mais il y a une bonne question d'Atomic 45, peut-être pour finir le débat. C'est sur quoi doit travailler Cyril Gane maintenant pour revenir au plus haut niveau et aller chercher la ceinture? Le sol. Même si on sait que c'est un technicien, je pense que le sol, c'est quelque chose qui, même si on a quelques bases, si vraiment on veut devenir performant, c'est quelque chose qui se travaille sur la durée. Et je pense qu'entre mars 2021 et janvier 2022, Francis Ngannou a vraiment beaucoup travaillé le sol pour être aussi bon. S'il se prend plusieurs mois à travailler ça, et je sais qu'à la MMA Factory, ils ont des mecs excellents pour travailler ça, il n'y a aucun souci. Il faut qu'il travaille ce truc-là et il y arrivera. Éventuellement le cardio et... j'allais dire la puissance. Pas forcément la puissance, parce qu'il est très très puissant, mais la force pure. Sa résistance à un adversaire qui peut effectivement... il n'y en aura pas beaucoup, mais il y en a malheureusement un. Il y en a un pour... Ça suffit. Il suffit qu'il n'y en ait qu'un. Moi, j'ai surtout envie de rajouter aussi, après, c'est un peu j'enfonce les portes ouvertes, mais c'est de l'expérience. Moi, je reste c'est clairement ça. Tout est allé tellement vite pour ce mec-là, tu arrives vraiment à la dernière marche face à un monstre physique et tactique, parce que là-dessus, il était aussi très prêt. Maintenant, je pense que sur la perte de combat, il a gagné 1 an et demi d'expérience. Ah oui, clairement. D'entraînement, tout ça. Il va ressortir vraiment grandi de ce combat-là. Et je pense que dans son équipe, ils vont très bien analyser ce qui s'est passé et ils vont vraiment savoir sur quoi bosser dans les semaines et les mois à venir. Moi, ce serait pas déconnant de revoir Cyril Gane refaire un championnat du monde. Peut-être pas d'ici. Le week-end prochain, c'est prévu le week-end prochain. D'ici les JO 2024. Très large. Mais même avant. On imagine qu'il y aura un autre combat et ensuite. 2020, on va peut-être aborder les possibilités pour les deuxièmes après, mais je pense 2023. Justement, allons-y là-dessus, parce qu'il y a quand même 2 choses à dire. Déjà, de une, tu as commencé à y répondre, mais est-ce que Cyril Gane peut avoir une deuxième chance, justement, sur une grande finale, on va dire, de poids lourd?
Ngannou, est-ce qu'il va re-signer aussi avec l'UFC? Parce qu'il y a des petites embrouilles, tu vas nous expliquer un petit peu le détail. On sait que Tyson Fury aussi veut le combattre à l'anglaise. Dis-nous un petit peu le destin de ces deux garçons et qu'est-ce qui peut se profiler dans les semaines et mois à venir pour eux? Alors, pour Cyril Gane, dans un premier temps, un petit peu de repos, évidemment. Ouais, surtout. Comme je disais, réanalyser ce qui s'est passé, etc., progresser sur tous les axes de travail qu'on a cités il y a quelques instants. Et forcément, là, il va rester dans le haut du tableau et des classements de la catégorie poids lourd. Donc, forcément, il sera là 2023, allez, maximum 2024. Mais ce ne serait pas du tout déconnant de le revoir faire une revanche potentielle face à Francis Ngannou dès 2023. Ce serait énorme. Le kiff. En revanche, le souci, c'est que Francis Ngannou, sa situation est un petit peu plus compliquée. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a fait all-in. Il a fait all-in sur ce combat-là parce qu'il arrive en fin de contrat, enfin, il est en fin de contrat avec l'UFC. Il est toujours champion. Et pour l'UFC, c'est totalement inconcevable de le laisser partir avec la ceinture. Quoi. Ouais. Salut les gars. Tu rends pas la ceinture. Ouais. Il faut aller lui chercher la ceinture. Excuse-moi, gros, la ceinture. En gros, la ceinture, si jamais il ne re-signe pas, il lui enlève la ceinture. Voilà, c'est déjà arrivé dans le de combat. Un peu entre guillemets, voilà. C'est ça qu'on appelle ça ? C'est exactement ça. Il mettrait le titre vacant et Cyril Gane serait d'ailleurs parmi ceux qui sont en pole position pour aller le chercher. Mais c'est pas encore le cas. Puisque les informations que nos envoyés spéciaux de Canal+ International, qui étaient à Anaheim, ont pu récolter auprès du camp de Francis Ngannou, vraiment les très très proches de Francis Ngannou, nous ont donné les informations suivantes. C'est qu'en gros, le dialogue est renoué avec l'UFC. C'est pas dit qu'il re-signe. Non, mais ça discute. Mais il discute de nouveau. C'est Mbappé au PSG ou quoi, ton histoire là? Bon, encore Mbappé au PSG, c'est entente cordiale. Enfin, ils peuvent dire bonjour, quoi. Là, très clairement, entre Francis Ngannou et Dana White, c'est plus que froid. Il lui a pas remis la ceinture. J'allais y venir. Dana White, qui ne manque jamais une remise de ceinture, là, c'est le matchmaker de la catégorie poids lourd qui est venu la remettre. Il a sauté la conférence de presse aussi. Il a sauté la conférence de presse. Donc, tout ça, c'est des petites choses qui posent problème. Mais en tout cas, le dialogue est renoué. C'est pas dit qu'il re-signe parce qu'il a envie de faire de la boxe. Il a énormément envie de faire de la boxe parce qu'il a aussi envie de faire des gros sous et il sait que c'est de ce côté-là que ça se situe. Quand on voit les tarifs de Fury Wilder et Jake Paul. Jake Paul, il a pris 20 millions contre Mayweather. C'est surtout ça qui, à un moment donné, il prend $600 000. Bon, c'est très bien. Mais Jake Paul, pour un truc d'exhibition, il prend $20 millions. Oui, moi aussi, j'ai envie qu'il fasse de la boxe. L'économie en boxe et l'économie en UFC, ce sont deux choses totalement différentes. L'économie dans l'UFC, elle est vraiment dirigée envers la compagnie. Comme la NBA, c'est une ligue, tout simplement. La compagnie fait de gros revenus vraiment immenses. Il y en a un petit peu moins qui sont reversés envers les combattants. Francis Ngannou a dit très clairement, moi je ne veux plus combattre pour 500 ou $600 000. Les tarifs, moi j'ai aucune idée de ce à quoi il pourrait prétendre, mais je pense que, excusez-moi, en dessous d'1 million, il ne remontera pas dans l'octogone pour l'instant. Minimum. Minimum, voilà. Et que McGregor, il avait pris 5 millions... McGregor, mais c'est McGregor. C'est une économie à lui. Absolument, tout seul mais c'est le top du top. Dans le Landerneau de l'UFC, il est vraiment tout seul. Bien sûr. Tous les autres sont derrière. Et effectivement, il y a cette petite bisbille avec Tyson Fury. Ça fait un petit peu plus d'1 an qu'ils se cherchent les deux mecs. Mais ça serait un match officiel, du coup, tu peux débouler comme ça. Et prendre une ceinture, tu veux dire moi, je suis le challenger d'un coup, numéro 1 de Fury. Il y en a d'autres avant, quand même. Alors, il peut débouler comme ça en boxe, poids lourd. Ce qui fait le plus de sens. Je te regarde avec cette question. Son sourire me plaît. C'est ça qui va nous plaire, là. En fait, ce qui fait le plus de sens en boxe, c'est l'argent. Titre, pas titre. Très honnêtement, il y a des mecs qui ont remis... on peut parler de Floyd Mayweather. Il a remis son titre face à des mecs, parfois, ça n'avait aucun sens en termes de classement, etc. Mais les dollars... le pay-per-view. Donc, le fameux. Il remet son titre. Tyson Fury... forcément, s'il fait un combat face à Francis Ngannou, il ne peut pas se dire c'est juste un combat exhibe ou c'est juste un combat comme ça entre poids lourds, on ne met rien en jeu. Pour le promesse, c'est clair. Forcément, il y aura la ceinture WBC de Tyson Fury qui sera en jeu. Ce serait énorme. Ce qui va attiser vraiment beaucoup de tension, va attirer beaucoup de sponsors et les billets seront sur la table, très clairement. Francis Ngannou, lui, rêve de faire de la boxe à très très haut niveau depuis longtemps. Avant même de faire du MMA, il voulait faire de la boxe. Donc toutes les petites attaques de Tyson Fury, il y répond bien volontiers. Il a envie de jouer ce petit jeu-là parce qu'il sait que ça va faire monter les enchères.
Et il a envie de mettre la famille à l'abri aussi. Empocher 20 à 30 millions sur un seul combat. C'est pour une carrière. Oui. Il a 35 ans. Surtout qu'il a 35 ans. Bon, toi, c'est quoi ton rêve? Je sais que toi, ton truc, c'est la boxe. Est-ce que toi, c'est le combat que tu as le plus envie de voir? Parce que maintenant, on sait que Joshua Wilder nous fait un peu moins kiffer qu'il y a quelques années. Alors, effectivement, un combat Fury-Joshua a perdu un petit peu de sa superbe puisque Joshua... Je prends quand même. Moi aussi, évidemment, je prends quand même. Mais très honnêtement, si on parle juste... Je parle pas uniquement en termes sportifs. On parle en termes médiatiques. Tout le tintamarre qu'il y aura autour de ce truc-là. Tu mets King mais oui, tu fais le truc, tu vends le truc en mode... le champion poids lourd UFC, l'homme surpuissant qui met des KO à l'appel contre le champion en boxe anglaise. Mais... forcément, c'est énorme. C'est un combat à 1 milliard. En fait. C'est un combat à 1 milliard. C'est ça. En fait, tu réunis des mecs qui n'ont rien à voir avec. Bon, très bien. T'as envie de le voir donc. Merci. J'ai quand même envie de le voir. Ouais. Pourtant, je suis un puriste. Je suis un puriste. Et pour moi, les boxeurs doivent rester entre eux. Tu te fais avoir par la hype, Christian. Non, c'est pas ça. Je pense que je me suis fait avoir par très certainement l'africanité, si je puis dire, de Francis Ngannou. Il aurait les armes techniques pour battre Gypsy King. Tu veux que je te donne la réponse officielle ou moi, je la connais, ta réponse, te connaissant un peu. Il peut pas. Voilà. Si je suis honnête avec vous tous, bien sûr. il peut pas s'imposer face à Tyson Fury. On a envie quand même de le voir. Tyson Fury qui, on le rappelle, les deux hommes vont s'affronter avec les règles de la boxe. Il va pas aller dans l'octogone. Ça veut dire qu'il voulait mettre les gants du UFC. Non. T'imagines le premier round, il met un takedown. Mais Francis, excusez-moi. Non, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Tyson Fury, il a déjà montré qu'il savait encaisser des coups de très gros. Si Wilder l'a pas mis KO, je veux pas manquer de respect, mais dans les règles de la boxe. Mais non, mais Ngannou, c'est pas lui qui a la plus grosse frappe du monde entier. Oui, c'est sorti. Mais à l'UFC, il frappe avec des gants, enfin des mitaines, quoi. Je dis ça vulgairement, c'est pas des mitaines, mais il frappe avec des gants beaucoup moins épais que des gants de boxe. Sachant qu'en plus, à chaque fois qu'il y a eu ce type de combat, de crossfight entre un boxeur et un pratiquant de MMA, le champion de boxe a toujours la main. Comme ça se joue à la boxe. Mayweather McGregor. Mayweather, il est malin, il le met pas KO parce que pour le show. Bien sûr. Je pense qu'ils avaient un deal. Si Mayweather, à un moment, McGregor, il est comme ça, il fait que du moulinage. Il aurait pu le mettre KO, mais très clairement, par exemple, sur ce combat-là, Mayweather-McGregor, Mayweather avait eu le choix des gants, avait eu le choix de la taille du ring, avait eu le choix de tout, en fait. Sur le bas de money. Il avait eu le choix sur le poids aussi, auquel ils se sont affrontés. Donc, alors là, ils seront en poids lourd, forcément, il n'y aura pas de limite de poids. Mais sur un combat comme ça, un crossfight, boxeur face à un pratiquant de MMA, vu que le boxeur ne va jamais aller dans l'octogone, le peu de boxeurs qui se risquent à aller dans l'octogone, ça ne se passe pas très bien pour eux. Moi, je ne vois pas Tyson Fury aller faire de la lutte face à Francis Ngannou de toute manière. Christian, j'ai une dernière question parce que le temps passe. On n'aura pas le temps de faire le quiz, mais je veux qu'on parle de John Jones. Oui. Vraiment, donc lui, apparemment, qui a mis un tweet qui dit finalement, je les baisse tous les deux. Quand il parle de Gane et Ngannou, les gens rêvent aussi de voir ou Cyril Gane ou Ngannou face à ce mec-là. J'en rêve aussi, moi. Francis Ngannou face à John Jones, ce serait génial. John Jones qui va monter dans la catégorie des poids lourds. C'est pas un poids lourd à la base. Je ne sais pas si certains d'entre vous le suivent sur les réseaux sociaux, mais il est devenu mastoc. Vraiment, on l'a jamais vu comme ça. Et ça va être très intéressant parce que lui, pour le coup, en termes techniques, c'est comment vous dire, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. J'essaye de vulgariser un maximum, mais c'est quand on dit mixed martial arts, c'est un artiste martial vraiment. Il a vraiment tout, striking au sol, il sait tout faire. La vraie question pour lui sur un combat, admettons face à Francis Ngannou, c'est est-ce qu'il va pouvoir manager la puissance. Il n'a jamais été connecté par un mec aussi puissant que Francis Ngannou. Et c'est là que ça peut être vraiment très intéressant. C'est les piments, bien sûr, pour la suite. Merci beaucoup, Christian. C'était super. Je vais faire 3 heures, moi. Vraiment, il ne nous reste malheureusement que 4 minutes.